Écoutez, Vladimir Poutine est au pouvoir depuis maintenant 18 ans. Il vient de se faire réélire pour une durée de 6 ans. En tout, ça fera 24 ans, un quart de siècle de pouvoir de Vladimir Poutine. Donc nous vivons tous un quart de siècle avec Vladimir Poutine, les Russes, mais nous aussi, puisqu'il est là et qu'il faut bien, d'une manière ou d'une autre, s'en accommoder. Je crois qu'au début, il a fait ce pourquoi on avait été le chercher, pour succéder à Boris Yeltsin, qui était usé, fatigué, au bout du rouleau, et notamment il a restauré l'autorité de l'État en Russie. Donc il a mis un peu d'ordre là-dedans, nommé des super-préfets dans 7 grands districts fédéraux. Ce sont des représentants plénipotentiaires du président, ça ressemble un peu à l'institution préfectorale française. Il a supprimé l'élection au suffrage universel des gouverneurs, qui sont élus, mais maintenant dans des conditions très particulières, un petit peu sur présentation du Kremlin. Et donc il a rétabli ce qu'il a appelé, d'une expression un peu malheureuse, la verticale du pouvoir. Il a aussi, avec la guerre de Tchétchénie, signifié, urbi et orbi, qu'il n'était plus possible que des territoires se séparent de la Russie pour devenir indépendants. Donc il a écrasé avec beaucoup de brutalité d'ailleurs, la révolte des indépendantistes tchétchènes. Et puis troisièmement, il a mis au pas les oligarques. Les oligarques qui avaient beaucoup de pouvoir sur Boris Yeltsin, qui s'étaient enrichis à l'occasion des privatisations sauvages, de la thérapie de choc. Il leur a dit, écoutez, c'est très simple, maintenant le pouvoir politique c'est moi, donc vous me soutenez et je ne vous embêterai pas sur le plan de ce que vous avez gagné en matière d'actifs financiers, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous partez. Ça, c'est ce qu'a fait Poutine pendant son premier mandat, tout en conservant de très bonnes relations avec l'Occident, relations qui étaient déjà bonnes à l'époque de Yeltsin, mais Poutine a mis un point d'honneur à séduire en quelque sorte les dirigeants occidentaux, qu'il s'agisse du Premier ministre britannique, c'est le premier, qu'il s'agisse ensuite du chancelier Schröder, ou qu'il s'agisse du président Chirac. Et même W. Bush, il a parfaitement réussi à séduire les 4 et à avoir les meilleures relations du monde avec les 4. Il a également pris position dans les affaires de lutte contre le terrorisme. Lors des attentats du 11 septembre à New York, il a immédiatement proposé à Bush une aide, une assistance. Ensuite, il a évolué. En 2007, il a estimé que l'OTAN jouait un peu le rôle de rouleau compresseur en absorbant tous les États d'Europe de l'Est qui étaient sortis de l'orbite soviétique, et aussi peut-être en déployant un peu rapidement des systèmes d'armes et des troupes dans des pays proches de la Russie. Et puis enfin, il s'est inquiété de ce que l'on disait souvent à Washington, il faudra bien faire rentrer dans l'OTAN la Géorgie et l'Ukraine. Et ça, c'est la ligne rouge. La Géorgie et l'Ukraine dans l'OTAN, la Russie n'en veut pas. Et ce n'est pas seulement Vladimir Poutine, je crois que c'est la plupart des Russes. Et donc on a eu l'épisode de la guerre de Géorgie au mois d'août 2008, et puis l'épisode de l'annexion de la Crimée, de la déstabilisation du Donbass en 2014, qui ont marqué une certaine rupture avec l'Europe et avec les pays occidentaux, qui du coup ont renoncé à tenir un G8 avec Poutine à Sotchi, et la Russie est sortie de facto du G8 à cette époque. Donc Poutine s'est un peu isolé en menant ses actions d'influence dans ce qu'il appelle son étranger proche, dans ce que les Russes appellent leur étranger proche. Et aujourd'hui, on en voit la suite et les conséquences, notamment avec l'affaire de Syrie. Là aussi, la Russie a voulu défendre ses intérêts. Il est entré dans la guerre de Syrie, il a bombardé Daesh, en disant qu'en effet, le mobile principal était la lutte contre les terroristes islamistes, alors qu'en réalité, c'était bien entendu un des motifs, mais l'autre motif, peut-être plus important, était de sauver le régime de Bachar el-Assad. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ce qu'il n'a probablement pas fait, si on veut dresser un bilan un peu objectif, c'est de rendre l'industrie russe compétitive. À mon sens, le premier défi, c'est le défi économique. Puisque Poutine a dit que c'était probablement son
dernier mandat. Il est donc plus libre, puisqu'il n'a plus à jouer de la corde nationaliste pour séduire les électeurs, puisque en principe, il ne sera pas candidat dans 6 ans à sa propre réélection. Et donc, je pense qu'il écoutera, j'espère qu'il écoutera un certain nombre de ses conseillers qui lui disent maintenant le sujet c'est de remettre l'économie russe debout, de rendre l'industrie russe compétitive et de sortir de cette très forte dépendance des hydrocarbures. Très vite d'ailleurs, parce qu'il va falloir qu'il nomme, après son installation officielle, un nouveau Premier ministre. Et suivant que ce nouveau Premier ministre sera quelqu'un de nature à inspirer confiance au milieu économique, de nature à restaurer un taux d'investissement suffisamment élevé pour assurer le développement du pays, ou à l'inverse, que ce sera un sécuritaire, un ancien général du KGB, eh bien on aura la réponse à la question que nous venons de poser. Alors ça, c'est une question très difficile, parce que c'est très loin et les conditions changent très vite. En 2024, je prends l'hypothèse que Poutine aura fait son dernier mandat et ne sera pas candidat, n'aura pas modifié la Constitution, mais c'est une hypothèse, après tout, elle est peut-être fausse. Dans mon hypothèse, il aura sans doute choisi un Premier ministre en état de lui succéder, peut-être même lui tendra-t-il la main en renouvelant le stratagème dont il avait bénéficié à la fin 1999, en démissionnant quelques mois avant le terme de son mandat, de façon à ce que le Premier ministre, conformément à la Constitution, exerce l'intérim et puisse se présenter avec des chances d'être élu aux élections présidentielles de 2024, après avoir été donc choisi par Poutine. Ça, c'est un scénario, mais il y en a beaucoup d'autres, évidemment, y compris des scénarios catastrophiques. À supposer qu'au Kazakhstan, la succession de Nazarbayev se passe dans de mauvaises conditions, que la minorité russe qui habite dans la partie nord-ouest du Kazakhstan soit inquiète par la succession de Nazarbayev, qu'elle appelle au secours le grand frère russe, que se passera-t-il? Donc moi, ce que je pense, c'est que les membres de l'Union européenne et la Russie finiront par s'asseoir prochainement, j'espère, autour d'une table pour discuter des sujets. Les sujets qui fâchent, les sujets sur lesquels on peut trouver un accord et les sujets sur lesquels on peut développer la coopération. Et je pense qu'il faut aller vers ce qu'on avait imaginé en 2002-2003, une sorte d'espace économique commun entre l'Union européenne et la Russie. J'espère que lorsque les difficultés actuelles auront été surmontées dans quelques mois, la France pourra prendre l'initiative dans ce domaine.